Je vais commencer avec vous, Maxime, si vous le voulez bien. On se parle donc du crédit d'impôt. Peut-être nous dire ce que cette mesure, alors je dirais au sens large, à la fois la réduction d'impôt qui existe depuis 1991, on en discutait en préparant cette table ronde mise en place par Martine Aubry, à l'époque ministre du Travail. Réduction d'impôt puis crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça a amené au secteur des services à la personne et de l'aide à domicile ? D'accord, merci Patrick pour cette présentation. Et d'abord, merci à Luc de me recevoir pour avoir l'occasion de présenter nos idées, nos positions. Alors, pour répondre à votre question, Patrick, on se ramène à une époque qui est assez ancienne. Et en 1991, lorsque je lance mon activité, il n'y a strictement rien, et moi je connais rien d'ailleurs. Et c'est que du travail noir, c'est que des activités sans service, et finalement, c'est pas qualitatif pour le consommateur, c'est pas protecteur pour les intervenants qui travaillent avec nous. Et puis à ce moment-là, il y a une dame qui s'appelle Madame Martine Aubry qui décide de faire une réduction d'impôt avec une vision en disant on va essayer de faire en sorte de pouvoir légaliser, d'aider à la légalisation de tous ces gens. Ça remonte à plus de 30 ans, 35 ans. Et puis ce dispositif, il a fonctionné, il a prospéré, il s'est développé, il a été maintenu de droite et de gauche, il a été transformé de réduction en crédit d'impôt. Et puis il y a eu deux faits importants dans ce dispositif. Le premier, il faut les rappeler, avec un ministre emblématique qui s'appelle M. Borloo, Jean-Louis Borloo, qui, au-delà de son nom, a apporté un dynamisme et une vision qui est intéressante, puisqu'il disait, dans ce secteur, en réalité, c'est pas que des petits boulots, c'est pas que des petits jobs, on peut en faire une véritable activité économique. Ces mécanismes-là sont développés, nos activités, nos entreprises ont progressé, et puis on est arrivé sur un autre événement qui a été très important, qu'on a mis en œuvre on a commencé d'ailleurs avec un jeune ministre de l'économie assez brillant et dynamique, qui s'appelle M. Macron. Ça s'est poursuivi, on parle du ministre de l'économie, juste pour éviter tout équivoque, hein. Et puis ça s'est poursuivi avec M. Darmanin et M. Dussopt, et on a mis en place un crédit d'impôt instantané. Voilà. Ça, c'est l'histoire, et finalement, ce qu'on peut dire, finalement, ça a été consensuel de la société, de droite comme de gauche. Et puis là, on se repose, et je pense que vous avez raison, Patrick, de poser la question, on se pose, et puis on regarde. Alors on regarde quoi ? D'abord, aujourd'hui, ce sont 4 millions de personnes qui utilisent des services de nos structures, qui sont en emploi direct, qui sont dans les associations, 4 millions de personnes, c'est beaucoup, dans toute la France, partout, dans les territoires, dans les grandes villes, dans les petites villes, en ruralité. Ce sont 2 millions de personnes qui travaillent dans ces activités, comme personnel de maison, comme auxiliaire de vie, pour s'occuper des jeunes dans l'éducation, etc. Donc c'est vraiment beaucoup. Et lorsqu'on fait un rapide bilan économique de tout ça, on se pose la question, finalement, est-ce qu'on ruine la France ou pas avec ce crédit d'impôt ? C'est la vraie question qu'on se pose. Est-ce qu'on ruine la France ? Est-ce que chaque fois qu'on accompagne quelqu'un, on ruine la France ? Et la réponse est non. Et je pense je ne vais pas dévoiler le sujet, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voudrais finir ce propos liminaire en disant, je crois que c'est une grande réussite et une grande fierté française, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe, ni dans le monde, de services de cette qualité, de personnes qui ont une vraie protection sociale. Voilà en propos liminaire et sur ce point-là. Merci beaucoup, Maxime Ayache. Christine Pires-Beaune, quand on écoute M. Ayache, on se dit que finalement, il n'y a aucune raison de vouloir changer ce crédit d'impôt. Pour autant, il y a quand même quelques limites que vous avez voulu souligner en proposant notamment la diminution de son plafond, n'est-ce pas ? Alors, le crédit d'impôt, le fameux SISAP, service à la personne, c'est effectivement aujourd'hui 7 milliards d'euros. On peut dire que c'est une paille dans un budget de presque 400 milliards d'euros pour le budget de l'État et de plus de 600 pour le budget de la Sécu. Mais bon, les niches fiscales en France, c'est 90 milliards d'euros et les niches sociales, c'est 76 milliards d'euros. Donc, et quand on sait que le SISAP est le crédit d'impôt le plus important côté ménage, on peut se dire effectivement que c'est une paille, mais ça veut dire qu'on ne touche à rien du coup, puisque c'est le plus important et que la totalité fait plus de 90 milliards sur les niches fiscales. Donc on est en droit, évidemment, de s'interroger, parce que d'une part, le volume est en nette augmentation ces dernières années, et aussi on est en droit de s'interroger pour voir s'il remplit bien les objectifs
objectifs qu'on lui avait assignés à sa création. Et en plus, ces objectifs-là étaient divers, et peut-être même trop divers d'ailleurs, parce que quand on assigne plusieurs objectifs, on se plante en général. Donc depuis des années, moi je suis rapporteure de la mission budgétaire remboursement et dégrèvement. C'est la mission budgétaire sur les plus de 30 missions budgétaires du budget de l'État, c'est celle qui a le plus gros volume. C'est-à-dire qu'on est à plus de 100 milliards sur la mission remboursement et dégrèvement. C'est une mission en plus qui a des crédits évaluatifs et non pas limitatifs. Ça veut dire tout simplement que même si on dépasse le montant prévu au PLF, c'est pas grave, on continue de payer puisque ce sont des crédits évaluatifs. Donc on est en droit évidemment de s'interroger sur la bonne gestion des finances publiques et compte tenu du contexte budgétaire que tout le monde connaît ici, on est doublement en droit de s'interroger. Dans le cadre de cette mission, donc moi je me suis vraiment spécialisée entre guillemets sur 2 crédits d'impôt, les 2 plus importants, le CISAP côté ménage, le crédit impôt recherche côté entreprise. Et donc comme la documentation sur ces 2 crédits d'impôt est quand même très importante. Il y a certes le rapport budgétaire que je commets, mais il y a aussi celui de mon collègue, de mon homologue au Sénat, mais il y a surtout celui de la Cour des comptes qui date de mars 2024. Il y a celui du Conseil des prélèvements obligatoires. Donc on a beaucoup de documentation. Ces crédits d'impôt, que ce soit le CIR ou le CISAP, sont très très documentés, avec à chaque fois des préconisations. Donc il n'est pas illégitime que depuis 4-5 PLF au moins, je dépose des amendements qui n'étaient pas ceux qui ont été déposés cette année, ou du moins adoptés cette année. Parce que... Alors dites-nous ceux de cette année. Alors, il y a 2 amendements qui ont été adoptés. Un amendement qui concerne la distinction entre services effectués à domicile et services effectués à l'extérieur du domicile et qui sont dus notamment à des fraudes constatées par Bercy. Voilà, donc ça c'est des fraudes par exemple sur de la livraison de courses, des fraudes constatées où par exemple vous aviez un crédit d'impôt qui était plus pour de l'extérieur que du domicile, alors qu'on on fait face à un crédit d'impôt pour service à domicile, sachant que effectivement la livraison de repas par un CCAS par exemple qui ne fait que de la livraison de repas, elle est tout à fait légitime. Ce que je veux dire aussi, préciser, c'est que je n'ai jamais considéré qu'il fallait traiter les différents publics de la même façon. C'est-à-dire que moi, je ne dépose pas d'amendement qui vise et les personnes âgées dépendantes, et les personnes porteurs de handicap, et les enfants. Parce que je considère effectivement que ce crédit d'impôt à 50%, pour ces publics-là, doivent être assumés par le budget de l'État. Par contre, pour toutes les autres activités, parce que ce CISAP, c'est quand même 26 activités, avec beaucoup de choses différentes dans ces activités, et au total, c'est 8,8 milliards de soutien, parce qu'il y a le CISAP, et c'est le plus important, c'est 7 milliards, mais vous avez aussi des taux de TVA préférentiels, et vous avez aussi des exonérations de cotisations sociales. Donc tout ça, c'est 8,8 milliards, dont 7 milliards pour le CISAP. Alors, c'est effectivement 4,4 millions de bénéficiaires, mais encore une fois, c'est pas suffisant pour ne pas s'interroger sur la bonne utilisation de l'argent public. Et le deuxième amendement qui a été adopté, et qui, selon les estimations même de Bercy, ne coûterait à Bercy que 100 millions d'euros. Donc, bon, c'est vraiment... Qui rapporterait à Bercy 100 millions d'euros s'il était adopté jusqu'au bout, n'est-ce pas? Exactement. C'est vraiment très, très faible. C'est l'abaissement du plafond global de 12 001 euros à 10 000 euros. Pour qu'on comprenne bien, cette baisse-là, elle a été calculée si on l'applique à tout le monde ou uniquement aux actifs, en fait, si on enlève... Non, le plafond, il est pour tout le monde, et donc la baisse... On le baisserait, y compris pour les personnes âgées. Y compris, sauf que quand vous creusez, vous allez dans la réalité de qui atteint le plafond aujourd'hui, et on est très, 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 très loin, en moyenne, sur ce plafond de 12 000 euros. Donc, en abaissant le plafond de 10 000 euros, on touche une certaine catégorie de contribuables et dans des activités bien précises. Il faut que vous sachiez, c'est que du ménage globalement. Globalement du ménage, peut-être des foyers qui cumulent à la fois le crédit d'impôt ménage, le crédit d'impôt jardinage. Voilà. Et sûrement pas les personnes dépendantes à domicile. En tout cas, c'est ce que nous disent les études, non seulement de Bercy, mais aussi
du rapporteur général à l'époque, donc Charles de Courson, qui lui aussi a commis un rapport sur ce CISAP. Je vais repasser, merci beaucoup Christine Pires-Beaune. Je repasse la parole à Maxime Ayache. On a deux sujets. Il y en a un qui est sur le périmètre d'activité ou le périmètre de public qui est éligible. Et puis il y a un sujet sur le montant. Je ne sais pas si vous, il y en a un des deux que vous voulez défendre plus que l'autre. Alors, je vais vous répondre de manière assez simple. D'abord, Madame la députée, je suis d'accord avec vous. Il faut évaluer. Je suis complètement d'accord. Quand vous donnez des chiffres, 8 milliards, c'est probablement un petit peu plus si on intègre la totalité des mécanismes du service à la personne. Donc c'est des sommes qui sont complètement considérables et vous avez raison, on ne peut pas passer ça sous silence. Je partage pleinement cette volonté d'évaluation. Après, j'apporterai simplement deux réflexions et puis après je vais répondre précisément. Deux réflexions. La première, c'est quand on évalue tout. C'est-à-dire qu'on ne considère pas uniquement, si vous voulez, la ligne du bas du compte d'exploitation en disant ça coûte tant, puis on ne regarde pas ce que ça rapporte. Je fais une rapide digression pour qu'on comprenne très très bien de quoi on parle. Nos métiers, c'est des métiers qui se passent au domicile. J'ai un personnel de maison, j'ai une auxiliaire de vie qui se rend à la maison. Historiquement, ce sont des activités, il faut vraiment avoir ça en tête. Ça se passe au domicile et traditionnellement, c'est au noir. Je ne dis pas que c'est bien, et je ne dis pas que c'est bien, je dis c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe au noir. L'intérêt de ces mécanismes-là, c'est que ça a solvabilisé en rendant absolument inintéressant le travail au noir. C'est pour ça que brusquement, on a autant de citoyens qui sont devenus honnêtes. C'est comme ça, on peut le déplorer, mais c'est juste comme ça. Donc quand on évalue, il faut évaluer tous les 8 milliards de dépenses, et c'est une somme qui est considérable qu'il faut analyser, et puis rapporte quoi ? Des recettes de TVA pour les structures qui sont acquittées par les structures comme les nôtres, des cotisations sociales qui sont versées par nos intervenants, qui autrement et autrefois, mais autrefois c'est il n'y a pas si longtemps, n'existaient pas. Plus des retours, des primes d'activité qui ne sont pas versées. Alors tout ça, on l'a évalué. On l'a évalué avec des cabinets de conseil qui nous accompagnaient. Les chiffres ont été repris également par la Cour des comptes. Et on se rend compte de quoi ? Que finalement, ça rapporte plus d'argent que ça n'en coûte. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est ce budget rapporte 4 milliards net. Le 8 milliards représente 12 milliards. Grâce à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire plus, qu'on ne doit pas faire mieux, qu'on ne doit pas évaluer. Bien sûr qu'il faut évaluer. Bien sûr qu'il y a certainement des choses à améliorer, qu'on doit interroger. Ce que nous disons simplement, c'est que le 50% est un totem qui permet de donner une cape aux consommateurs. C'est un indicateur de marché. Le pourcentage de réduction mais oui, absolument. 50%. Je dis aussi qu'il ne faut pas toucher ce périmètre. Ce périmètre, les consommateurs fonctionnent. Alors, il y a peut-être certains services, je ne vois pas lesquels, qu'on pourrait améliorer, supprimer, peu importe. Mais globalement, il y a 4 grandes familles. La garde d'enfants, c'est bien, on en a besoin pour la natalité. C'est bien ça dont on se plaint. Des activités d'éducation. Alors vous allez me dire, je passe pour ma paroisse. Oui, mais en même temps, quand on voit combien coûte un décroché scolaire, je lisais un article hier sur le sujet par les orphelins d'Auteuil, 330 000 € pour un enfant qui est décroché. Ça fait beaucoup d'argent. L'entretien de la maison, c'est ce qui permet parfois, y compris dans les territoires, aux personnes de pouvoir travailler, aux femmes, puisqu'on cherche bien le travail, le plus de travail, et puis l'accompagnement, ce qui est un cœur de sujet ici, des personnes âgées. Donc moi j'ai tendance à dire, si vous voulez, on a un mécanisme qui doit être évalué, qui doit être amélioré. Des cas de fraude, mais bien sûr qu'il y en a. Mais évidemment qu'il y en a. On donne le carnet de chèques à des gens pour un crédit d'impôt. Évidemment qu'il faut mettre probablement plus. Dans nos fédérations professionnelles, et je parle notamment au niveau de la FESP, nous travaillons sur des propositions de lutte contre la fraude. Il faut qu'on s'y mette tous et il faut qu'on aille plus loin. Mais dans les grandes lignes, on a des mécanismes qui peuvent être améliorés, mais qui fonctionnent correctement. Je voudrais simplement dire une petite chose. La vie pratique est compliquée. Les gens qui travaillent chez nous sont souvent des gens modestes qui sont dans nos structures, notamment dans les personnels de maison, notamment pour les auxiliaires de vie. C'est pour elles que ces dispositifs ont été mis en œuvre, pour leur apporter une protection sociale, pour leur permettre d'avoir du chômage partiel lorsqu'on s'est retrouvé dans la période du Covid. Voilà. En fait, ce que je n'aime pas, c'est le terme de niche fiscale. Non, c'est pas une niche fiscale. Si on devait apporter un terme, je dirais plutôt niche sociale, protection sociale. C'est plutôt les mots que j'utiliserais. Mais oui, il faut qu'on évalue tout ça, bien sûr. Mais tout. La dépense et les contributions.
Et donc, selon vous, il n'y aurait rien qui pourrait être touché. Vous avez parlé donc du pourcentage, vous avez parlé du périmètre, vous n'avez pas parlé du plafond. Si, on peut, bien sûr qu'il faut, enfin, dans les grandes lignes du mécanisme là, je pense que les choses, le plafond, on peut toucher le plafond, on va passer de 12 000 à 10 000, ça peut être un signal et peut-être un signal de vigilance. Donc pour vous, ça c'est pas un totem, hein, 12 000 à 10 000. Ce qui est le totem, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'on ne change pas les règles comportementales du consommateur. Sinon, le consommateur, il s'en va, il retourne au noir ou plus généralement au gris. C'est-à-dire, j'ai par exemple mon auxiliaire de vie, mon personnel de maison qui vient à la maison 3 heures par semaine, voilà, moyenne 3 heures par semaine. Ben, je vais payer 2 heures officielles et puis 1 heure comme ça. Ben voilà, 1 heure comme ça coûte un paquet d'argent à l'État. Donc, moi je dis simplement, il y a beaucoup à gagner sur la fraude. Dans les mécanismes périphériques, dans ce dont parlait Madame la députée, il y a à peu près 1/3 du budget total, donc 2 tiers pour le crédit d'impôt, 1/3 sur le budget total. Peut-être qu'il faut interroger. Peut-être qu'il faut interroger certaines exonérations pour des personnes qui ont plus de 70 ans. Est-ce qu'elles sont toutes dépendantes? Est-ce qu'on ne peut pas modifier? Je ne sais pas. Je dis simplement, on peut tout interroger. Voilà. Et il faut surtout s'assurer de la lutte, pour moi c'est le vrai point, de la lutte contre la fraude. Voilà, et on les connaît, on en a écrit, on a fait des propositions, difficiles à quantifier en termes d'argent, par construction, mais efficaces. Merci Maxime Ayache. Madame la députée, est-ce que vous êtes sensible à un certain nombre d'arguments, notamment celui que derrière cette réduction d'impôt, ce crédit d'impôt, il y a un effet de dynamique, je dirais, sur l'économie, sur l'emploi, sur le travail d'un certain nombre de personnes, sur le fait que des usagers puissent se payer des services qu'ils ne pourraient pas se payer sans cette réduction. Pour résumer en quelques mots ce qu'a dit Maxime Ayache, pour vous, ça, c'est aussi des choses que vous avez pris en considération, je pense, avant de déposer cet amendement? Oui, évidemment, mais on est quand même obligé de tenir compte des évaluations, même si elles ne sont pas suffisantes. Et là, je vous rejoins, elles sont loin d'être suffisantes. Mais quand la Cour des comptes écrit que le lien très étroit entre le niveau de revenu et le recours au service à la personne suggère que l'effet d'aubaine est probablement élevé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les magistrats de la Cour des comptes, je pense qu'il y a un peu de vérité. Et quand elle écrit que les résultats en termes de création d'emplois sont donc insignifiants ces dernières années, 70 000 ETP supplémentaires depuis 2005, c'est peu, alors même effectivement que le public et le vieillissement de la population devraient contribuer au dynamisme naturel du secteur. Ce que je veux dire par là, que c'est pas tout noir ou tout blanc. Je dis juste qu'à ce niveau-là de crédit d'impôt, et c'est bien une niche fiscale, quand vous savez que la concentration de ces services, c'est 20% des foyers aux revenus les plus élevés, il y a une concentration du crédit d'impôt sur les 2 derniers déciles. Donc on peut avoir un effet d'aubaine et on peut, je pense, réguler sur certaines prestations. Et encore une fois, je ne suis pas ni sur les personnes dépendantes, ni sur la garde d'enfants et ni sur les personnes porteurs de handicap. Je suis bien sur le bricolage, le jardinage, les travaux d'entretien. Quand on a une concentration sur les 2 derniers déciles, voire sur le dernier décile, qu'on a en plus une concentration sur les 10 départements parisiens, je pense qu'on est vraiment en droit de dire... Parce que quand on a une niche fiscale, il y a ceux qui bénéficient de la niche fiscale. C'est pas un gros mot, hein, une niche fiscale. Voilà. Il y a ceux qui en bénéficient. Et puis, il y a ceux qui la payent, la niche fiscale. Ceux qui la payent, eh ben, c'est les consommateurs, c'est les contribuables. Et quand vous avez 200 milliards de TVA, par exemple, la TVA, elle est payée par tout le monde, y compris proportionnellement par les classes populaires et les classes moyennes. Donc voilà, il faut regarder qui bénéficie et qui paye aussi. Et je pense que c'est important, encore une fois, y compris peut-être de remettre à plat le système et de regarder, quand vous avez les services à la personne, où vous avez à la fois des exonérations de charges, à la fois des baisses de TVA, à la fois des crédits d'impôt, peut-être qu'il y a mieux à faire pour un résultat encore meilleur. Que les cumuler. Peut-être, juste avant de vous redonner la parole, Maxime Ayache, pardon. Parce que vous avez bien distingué dans votre propos les services aux personnes fragiles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, la garde d'enfants. Vous avez par ailleurs déposé aussi un amendement sur les EHPAD concernant le reste à charge qui puissent bénéficier d'un crédit d'impôt, n'est-ce pas? Oui. Donc là, on est bien sur un même mécanisme de crédit d'impôt pour des personnes âgées, cette fois en EHPAD. Si on regarde la distribution des revenus, il n'est pas impossible de retrouver quelque chose d'assez proche de ce que l'on a à domicile. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas sanctuariser de la même façon le crédit d'impôt
sur certains publics, comme vous le dites là, mais ce n'est pas ce qui était dans l'amendement. Alors, on a voté aussi un amendement sur transformant la réduction d'impôt qui existe aujourd'hui dans les EHPAD en crédit d'impôt. Cet amendement a été voté, c'est un amendement que je dépose depuis des années et des années, tout simplement parce que là, pour le coup, quand vous regardez l'ensemble des aides pour les résidents en établissement et pas seulement en EHPAD, vous avez un taux d'effort qui est très important sur les premiers déciles, et vous avez même un taux supérieur à 1 pour les derniers déciles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 75% des résidents en EHPAD qui n'ont pas de revenus mensuels suffisants pour payer leur reste à charge, et en revanche, vous avez des gens qui ont des revenus mensuels, des pensions, donc des retraites, en montant suffisant pour payer le reste à charge, et qui reçoivent eux une réduction d'EHPAD. C'est complètement d'impôt sur ce qu'ils doivent payer. Oui, tout à fait. C'est complètement c'est inique en fait. C'est anti-redistributif. Et donc l'idée, c'était de dire, de la même façon qu'on a un crédit d'impôt à domicile, il faut qu'on ait un crédit d'impôt pour les résidents en EHPAD. En attendant, parce que le rapport que j'ai eu l'occasion de remettre en 2023 le disait bien, en attendant d'avoir un vrai système où on remet tout à plat. Parce que là aussi, pour ceux qui ont eu à regarder un petit peu les dossiers quand on fait une inscription en EHPAD par exemple, bon courage à ceux qui doivent se pencher là-dessus dans ce maquis d'aide qui aboutit à un système totalement vraiment injuste et pour le coup en plus inefficace, et encore une fois la gestion des deniers publics commande d'être meilleure. Merci Madame la députée Maxime Ayache. On ne peut qu'être d'accord sur le fait qu'il faut certainement toiletter, revoir cet empilement d'aides qui n'est pas très lisible et certainement pas totalement efficace. En tout cas, c'est aussi votre sentiment. Et puis il y a la question de est-ce qu'il faudrait pas ajuster le crédit d'impôt peut-être sur son montant, sur son plafond, par rapport au type de public que ça concerne. Comment vous dire on part sur un diagnostic qui n'est pas forcément pleinement partagé. Moi, je partage pas ça. J'ai l'analyse que le mécanisme peut être effectivement, probablement dans les aides périphériques, analysées, toilettées. Ok, super. Vous dites que ça coûte 8 milliards, vous avez raison, mais ça en rapporte 12, ça en rapporte 13. Si vous supprimez tout ce que vous supprimerez, ça ne marchera pas. Je vais vous donner des choses, parce que je vais vous donner des illustrations qui viennent du terrain, parce que juste pour comprendre. Les logiques de déciles, c'est des nations statistiques. C'est pas forcément très intelligible. Avant de venir, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit tiens, je vais avoir là comme contradictrice une députée de la région de Clermont-Ferrand. Je connais pas bien, Madame, vous m'en voudrez pas, du Puy-de-Dôme, pardon. Je ne connais pas bien votre région. Alors d'où mes erreurs. Déjà, je commence. C'est connu. Je connais pas ma géographie. Néanmoins, dans votre région, rien que sur Chiva, j'ai 6 établissements. J'en ai 6 en cours d'ouverture. Je suis à peu près 2500 familles. Je fais travailler 400 personnes. 400, voilà, dans des villes qui sont 400 personnes sur le Puy-de-Dôme, c'est ça 400 personnes sur le Puy-de-Dôme. Voilà, qui n'existeraient pas si on n'avait pas ces mécanismes-là. On accompagne quelque chose comme 2000 élèves. Bon, dans la région du Puy-de-Dôme, vous connaissez votre région mieux que moi, c'est pas forcément Neuilly, c'est pas forcément Paris 16. Ce que je vais dire, c'est juste l'inverse. Nos services, c'est des services pour tout le monde. C'est pas des services pour les personnes riches, c'est au contraire des services pour les personnes modestes. Vous savez, les gens qui ont de l'argent, ils n'en ont rien à faire. Mais sincèrement, j'ai plein de copains qui sont là-dedans. Mais voilà, je vais tomber dans les stéréotypes. Ils n'en ont rien à faire. Ils s'en fichent. En revanche, des gens qui sont alors dans les territoires... Alors il faut faire un crédit dégressif alors. Mais ça marchera pas. On a trouvé c'est ce que je veux vous dire, Madame. Je m'en fiche. Je suis pas dans l'idéologie. Je suis en train de vous dire qu'est-ce qui marche. Si vous me demandez à titre personnel, est-ce que je trouve ça normal qu'on me donne de l'argent pour une femme de ménage, à titre personnel, je vous dirais, je trouve ça incroyable. Néanmoins, ça marche, ça fonctionne. On crée de l'emploi, on rapporte de l'argent. Il y a des gens qui n'avaient pas de protection sociale. Il y a 2 millions de personnes qui ont une protection sociale. Mais je vous dis, ça marche. La question qui se pose, est-ce qu'on coûte de l'argent ou est-ce qu'on en rapporte? On en rapporte le jour où on n'en rapportera plus. Je suis le premier à vous dire, ok, on se repose des questions, on change, on arrête, on passe à autre chose, on met notre argent sur, sur l'IA, sur ce qu'on veut d'autre. Mais ça marche. Pourquoi on s'embête? Pourquoi on casse? Non mais sérieusement, pourquoi on le casse? Alors, il s'agit pas. C'est ça le point. C'est ça le point que je veux vous dire. Il faut nous faire. Je finirai juste là-dessus.
On a construit tout ça en 30 ans sur une discussion constructive avec les pouvoirs publics, avec des ministres, avec les élus. Vraiment. Il faut venir nous voir. Venez nous rencontrer. Dans le Puy-de-Dôme, donc. Dans le Puy-de-Dôme, à Paris, où vous voulez, chez moi, chez mes confrères. J'ai un de mes confrères qui est à Sarcelles. J'ai mon confrère qui est en face. Allez le voir, venez nous voir. On a des modèles qui sont différents. Et là, vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et qu'on rapporte, et surtout qu'on rapporte de l'argent. Puisque c'est le sujet budgétaire, on rapporte de l'argent. Mais surtout que, grâce à nous, il y a des personnes qui ont une protection sociale pleine et entière. Je reviens sur le chômage, je reviens à la période, parce qu'on l'oppose par rapport au travail noir. Quand il y a eu le Covid, vous savez quoi? Tous les gens chez nous, ils ont tous été payés. Tous. En revanche, ceux qui travaillaient au noir, ils n'ont pas été payés. Je pense qu'on peut être fier. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait. Alors, je vais laisser Madame la députée conclure. Je suis enthousiaste, Madame la députée. C'est très bien, mais Madame la députée est aussi extrêmement convaincue par ses propos, et tant mieux. Alors, je crois que personne ne veut remettre en cause tout le système. L'idée, c'est de voir là où il y a quelques marges, et notamment, est-ce que ce passage donc, entre 10 000 et 12 000, parce que c'est ce dont il s'agit ici, est-ce que c'est ça qui a un impact majeur sur le secteur? Je ne sais pas quand vous avez regardé les études, les rapports, avant de proposer cet amendement, c'est arrivé à quelle conclusion? Qu'il était possible donc d'économiser 100 millions d'euros sans que c'est d'impact sur le développement du secteur? Oui, vous êtes enthousiaste mais caricatural, parce que il n'y a personne, y compris dans mes collègues, qui a proposé de supprimer le CISAP. Personne. Et ni même de le toucher pour certaines activités. Mais pour en revenir à l'amendement, ça permet d'économiser effectivement très, très, très peu d'argent. Encore une fois, 100 millions sur 7 milliards, c'est rien. C'est un premier pas. Et encore une fois, moi, je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas de documentation, de rapports et de gens que moi, je qualifie de sérieux. On ne peut pas dire un jour la Cour des comptes écrit n'importe quoi, et puis quand ça nous arrange, dire là, ce rapport, il est super. Non, enfin, les magistrats font je considère moi, du bon boulot. Le CPO fait du bon boulot, et j'ai la faiblesse de penser que les parlementaires, quand ils évaluent, font aussi du bon travail. Donc, les amendements que je pose en général sont y compris chiffrés avec l'aide de Bercy, et ne mettent pas en péril du tout le CISAP. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'on soit obligé de passer par ces dispositifs-là pour éviter la fraude. La fraude, elle se combat par des contrôles et par des fonctionnaires qui font du contrôle. Voilà.